Bonjour et bienvenue à la dernière capsule éthérique de Montréal Hanté pour l'année 2022. Avec le temps des fêtes, nous allons faire un petit tour de chasse-galerie. Si vous voulez en savoir plus sur les activités de Montréal Hanté pendant ce temps des fêtes, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et mettre les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, un petit tour de chasse-galerie. Avec le nouvel an qui approche, la légende de la chasse-galerie pointe de nouveau à l'horizon. Du seul fait que c'est le plus célèbre conte québécois qui se passe au nouvel an. Selon la tradition, ceux qui entendent un bruit dans le ciel à la Saint-Sylvestre devraient lever les yeux, car ils pourraient voir un canot volant rempli de bûcherons terrifiés en chute libre vers l'enfer. À l'époque de la Nouvelle-France, les légendes impliquaient souvent un pacte avec le diable. En fait, la colonisation du Québec moderne fut menée initialement par des missionnaires jésuites qui pratiquaient une forme très austère de catholicisme. En voyant le diable partout dans les forêts sombres du Nouveau Monde, les Jésuites avertissaient constamment les colons français de ne pas succomber à la tentation, de peur de compromettre leurs âmes. Paul le Jeune, prêtre jésuite zélé, allait jusqu'à nommer la Nouvelle-France l'Empire de Satan, stimulant les imaginations fertiles à concocter des légendes fantastiques et magiques. Avec un tel discours religieux, le diable est proéminent dès le début du folklore de la colonie. Le conte de la chasse-galerie conjugue le folklore européen et une légende des Premières Nations sur un canot volant. Plusieurs folkloristes croient que le conte est partiellement fondé sur une légende médiévale nommée la chasse sauvage du cruel seigneur Gallery. Le seigneur vint du Poitou en France, d'où naquirent plusieurs colons. À la messe du dimanche, le Seigneur préférait la chasse, un sacrilège à l'époque. Pour sa punition, il fut condamné à chasser la nuit pour l'éternité en étant poursuivi par des chevaux au galop et des loups hurleurs. Alors le titre « Chasse-galerie » vient de la chasse de Gallery, signifiant l'œuvre du diable. La morale essentielle du conte veut que les fidèles aux enseignements de l'Église catholique ne soient égarés par le péché. Dès l'aube de la colonisation française au 16e siècle, ce fut évident qu'une grande fortune se trouvait dans la traite des fourrures. Dans les années 1640, se développa peu à peu les coureurs des bois, un groupe de commerçants indépendants qui, adoptant les coutumes des Premières Nations, apprirent leur langue en explorant l'intérieur profond du continent avec leurs canots à la recherche de commerce. C'est probable alors que la chasse-galerie évolua durant ces longs voyages à travers la nature. Avec Ville-Marie devenue le centre de la traite des fourrures à la fin du siècle, la légende étonnante, en peu de temps, fut racontée dans la colonie. L'étrange idée de canot volant saisit certainement l'imagination des colons français. En 1661, à la suite d'une série de séismes en Nouvelle-France, le jésuite Paul le Jeune raconta que des cris humains venaient du ciel et des canots flamboyants filaient dans l'air sur la colonie. Il écrivit: les canots qui ont paru tout en feu, voltigeant par le milieu des airs aux environs de Québec, n'étaient qu'un léger mais véritable présage des canots ennemis qui ont rôdé nos côtes cet été. En décrivant la situation comme prognostic désastreux, il théorisa que les cris aériens furent peut-être causés par les prisonniers de guerre français durant les conflits militaires entre les colons et la Confédération des Six Nations. La guerre brutale fut le résultat d'une tentative de colonisation par les Français des terres autochtones non cédées, ce à quoi mit fin en 1701 la Grande Paix de Montréal. D'autres légendes comptent également des canots volants. Un conte montréalais repris et publié par le folkloriste S.E. Schlosser parle du diable pilotant lui-même le canot avec 20 loups-garous. Dans le conte Le Diable et le Loup-garou, Jean Dubroise, un fermier paresseux, fait un pacte avec le diable pour qu'il n'ait plus à travailler sa ferme. Le diable ordonne plutôt à ses loups-garous de le faire pour lui. Quand le curé du coin l'apprend, il asperge la propriété d'eau bénite.
Le diable s'enrage et jette Jean Dubroise en enfer dans le canot volant. Même si d'autres contes eurent un canot volant, ce fut la légende de la chasse-galerie qui devint la plus populaire en Nouvelle-France. En effet, même après la conquête britannique de 1760, la chasse-galerie restera la légende la plus stable dans la population. Un nouveau groupe de fourreurs nommé les Voyageurs se formera et gardera vivante l'histoire pendant leur long voyage dans les coins les plus reculés du pays. La version la plus populaire de la chasse-galerie a été écrite par Honoré Beaugrand, l'ancien maire de Montréal, un politicien bilingue, journaliste, auteur et folkloriste. Élu en 1885, il gouverna la ville à travers une épidémie de variole. Après 2 ans de service, il perdut les élections suivantes. Sans se décourager, Beaugrand reprit l'écriture. En 1892, il publia La chasse-galerie en anglais, ponctué de mots français pour faire bonne mesure, dans la revue Century Magazine. Selon la revue, l'auteur a rencontré plusieurs vieux voyageurs qui affirment positivement avoir vu des canots sombres voyager à mi-ciel, remplis d'hommes environnant et chantant sous la protection de Belzébuth, en route de leur camp de bûcherons sur la rivière des Outaouais pour visiter leur bien-aimé. L'histoire encore fraîche dans sa tête, Beaugrand publia en 1900 « Légendes canadiennes en français », une série de légendes qui incluait bien sûr la chasse-galerie, illustrée par Henri Julien. Dans cette version, Montréal était le centre géographique du conte, jouant un premier rôle dans la montée du point culminant. La version commence au camp Ross, dans la région de Gatineau, où un groupe de misérables bûcherons passe le nouvel an 1858 dans la forêt lointaine. Joe, le cuisinier, narre une anecdote de son enfance. Il parle de Baptiste Durand, le second chef du camp qui, 35 ans auparavant, fit un pacte avec le diable dans le but de visiter sa bien-aimée dans le village lointain de Lavaltrie, en canot volant bien sûr. Joe explique que Baptiste, qui n'était pas allé à la messe depuis 7 ans, fut l'architecte du plan maudit. Il s'agissait d'aller à la Lavaltrie et de revenir dans 6 heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on voyage au moins 50 lieues à l'heure lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous tous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. Ils conjecturent qu'ils seront sans danger aussi longtemps qu'ils voient où ils vont, évitent de boire de l'alcool et pèsent leurs paroles. Malgré leur appréhension, 7 bûcherons, incluant Joe, décident de se joindre à Baptiste pour le voyage. Afin de couvrir la distance de près de 500 km, le diable leur fournit un canot volant. Bien que la version de Beaugrand offre peu de descriptions du canot, d'autres folkloristes le font. Dans le canot volant de Schlosser, celui-ci était décoré de fond en comble avec des symboles archaïques teintés d'un rouge sang humain. De plus, lors des longues nuits noires, les symboles rayonnaient, projetant des ombres rouges parmi les arbres. Le plus étrange, le canot semblait murmurer une langue étrange qui sonnait comme le sifflement d'un serpent. Quoi qu'il en soit, les hommes grimpent à bord du vaisseau étrange et prononcent ces mots magiques. « Acabris, acabras, acabram, faites-nous voyager par-dessus les montagnes. » Soudain, le canot file dans les airs à environ 500 ou 600 pieds, volant par-dessus la forêt hivernale jusqu'à ce qu'ils atteignent la rivière des Outaouais. En route vers Montréal, ils fouettent par les clochers d'église traversant les villages le long de la rivière. Puis, petit à petit, on vit des lumières dans les maisons d'habitants. Puis des clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats quand ils font l'exercice sur le champ de Mars de Montréal. Volant par-dessus les forêts, les rivières, villes et villages, les bûcherons laissent une trace d'étincelles dans leur sillage. Bientôt, ils aperçoivent les lueurs de Montréal. Tandis que le canot approche de la ville, nos hommes commencent à voir de nombreux clochers. Montréal, après tout, est la ville aux 100 clochers. En fait, du temps que le célèbre auteur Mark Twain vit à Montréal en 1881, il nota « C'est la première fois que j'ai été dans une ville où tu ne pouvais pas jeter une brique sans briser un vitrail d'église. » Mais pour en revenir à la chasse-galerie, le canot approche Montréal. Baptiste décide que ce serait amusant de tenter de faire peur aux gens dans les rues aux petites heures. Il dit à Joe « Attends un peu.
Nous allons raser Montréal et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à cette heure-ci. Toi, Joe, là en avant, éclaircis-toi le gosier et chante-nous la chanson du canot d'écorce. Et d'un coup d'aviron, Baptiste descend le canot à peu près au niveau des clochers de Notre-Dame et les hommes se mettent à chanter le canot d'écorce, une vieille chanson des jours de la Nouvelle-France, à propos d'un canot volant. Pendant qu'il plonge vers la ville, Joe remarque que, bien qu'il fût près de 2 heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous voir passer, mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil, nous avions dépassé Montréal et ses faubourgs. Ils continuent leur voyage, fouettant parmi les flèches de Longue-Pointe, Pointe-aux-Trembles, Repentigny et Saint-Sulpice jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à leur destination de Lavaltrie. Les hommes apprennent vite qu'une danse du Nouvel An bat son plein à la maison d'un gentilhomme âgé. Avant de se joindre à la fête, Baptiste avertit les hommes une dernière fois de ne boire ni rhum ni whisky et d'être prêts à partir à son signal. Et les bûcherons, retrouvant leur bien-aimé, dansent toute la nuit. Quand vient le temps du départ, les hommes se rassemblent dehors. Malheureusement, il semble que Baptiste ait bu, ayant consommé toutes sortes d'alcool à la fête, contrairement au plan initial. Inquiets, les bûcherons montent quand même dans le canot. Avant le départ, Joe s'écrie « Attention là, mon vieux, pique tout droit sur le Mont-Royal aussitôt que tu pourras l'apercevoir. »« Je connais mon affaire, » réplique Baptiste, « et mêle-toi des tiennes. » Après avoir dit les mots magiques, le canot s'élance vers le ciel. Une fois dans l'air, il devient apparent que Baptiste, en état d'ébriété, peine à gouverner. Comme la foudre, il vole près de la flèche de contre-cœur et la touche presque. Au lieu de se diriger vers l'ouest, vers Montréal, Baptiste navigue vers la rivière Richelieu. Quelques minutes après, il frôle le mont Belleuil, de nos jours le mont Saint-Hilaire, et en vient à frapper une grande croix que l'évêque de Montréal avait plantée quelques années auparavant. Joe crie « À droite, Baptiste, à droite, mon vieux, car tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux que ça. » Baptiste vire à droite instinctivement, en ligne vers le Mont-Royal, que les hommes aperçoivent au loin par les lumières de la ville. En passant au sommet du mont, Baptiste crie en brandissant son aviron au-dessus de sa tête et fait plonger le canot dans un banc de neige en pleine clairière sur un flanc du mont. Par chance, la neige est molle, aucun n'est blessé et le canot est encore intact. Toutefois, Baptiste, en état d'ivresse, déclare qu'il retourne en ville prendre un autre verre. Les bûcherons tentent de le raisonner, mais en vain. Après un bref entretien, ils sautent sur lui, le retiennent dans la neige et lui ligotent pieds et mains pour qu'il ne s'évade pas. En le replaçant dans le canot, ils le bâillonnent pour l'empêcher de sacrer. Avec un puissant « abraquis, abracas, abracam », le canot se jette dans le ciel encore, cette fois avec Joe pilotant droit vers la Gatineau. Le temps manque et les hommes s'inquiètent que ce soit peut-être trop tard pour sauver leurs âmes. Ils suivent la rivière des Outaouais aussi loin que Pointe-Gatineau et, tournant vers le nord, utilisent l'étoile polaire pour naviguer jusqu'au camp. Soudain, Baptiste réussit à se libérer de ses liens. Une fois debout, aviron en main, il lâche un sacre qui me fait frémir jusque dans la pointe des cheveux. À quelques kilomètres de leur but, les hommes se mettent furieusement à avironner dans le ciel de la pinière. Baptiste brandit l'aviron comme un fou qui sacre. Déconcerté, Joe malmène son aviron, entraînant le canot dans une embardée, les plongeant vers la forêt. Il s'écrase dans un grand pin et tombe à travers les branches vers le sol enneigé plus bas. Joe perd connaissance durant sa chute. Quand il se réveille vers 8 heures du matin, Joe est dans son lit de camp. Apparemment, des camarades avaient trouvé les bûcherons jusqu'au cou dans un banc de neige au pied du pin géant. Ils les ont ramenés au camp. Ayant échappé au diable, Joe conclut son récit en disant « Tout ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que ce n'est pas aussi drôle qu'on le pense d'aller voir sa blonde en canot d'écorce, en plein cœur d'hiver, en courant la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se met de gouverner. Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petites, sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. » Bien que la version de Beaugrand sauve les bûcherons de l'enfer éternel, plusieurs ne sont pas si généreuses avec eux.
Durant l'apogée du comte de Schlosser, par exemple, les hommes criaient, s'accrochant aux côtés du canot comme si ça en briserait la chute. Ensuite, le canot s'écrasait dans la cime d'un grand pin, les hommes s'écroulaient et chutaient vers un trou noir béant qui claquait ouvert sous leurs yeux, telle une mâchoire de requin qui attendait de les avaler tout rond. Dans ce gouffre, les bûcherons pouvaient voir les feux furieux de l'enfer. Baptiste et les autres plongèrent dans le trou qui claqua derrière eux d'un son vif et craquant, dont l'écho traversa les bois. Au sommet du pin, le canot noir brisé pulsait toujours d'une aveuglante lumière rouge, puis, dans une bouffée de fumée sulfureuse, disparut. Dans certaines versions du conte, les hommes ne reviennent jamais, tandis que d'autres, ils sont condamnés à fendre l'air dans le canot jusqu'en enfer à chaque nouvel an. On ne peut nier que la légende de la chasse-galerie a inspiré une maintes créations artistiques, incluant des peintures, pièces, animations, films, chansons et symphonies même. Le conte a même inspiré des restaurants et une bière artisanale. Il y avait le restaurant Chasse-Galerie, anciennement situé au 4110 de la rue Saint-Denis à Montréal, qui avait reçu de bonnes critiques et offrait une cuisine française sophistiquée. Il y a également le café culturel de la Chasse-Galerie à la Valtrie qui offre un menu fin, des spectacles et des événements culturels. Pour les amateurs de bière, Unibrou fut si inspiré par l'histoire que ses maîtres brasseurs ont créé la Maudite, une bière artisanale en 1992. Avec un taux d'alcool de 8%, la marque arbore le canot volant sur Montréal avec le diable grimaçant au premier plan. Dans le domaine des arts, le conte a inspiré plusieurs artistes prestigieux, comme Henri Julien, illustrateur et peintre, qui créa une peinture à l'huile sur toile en 1906, intitulée La Chasse-Galerie. La légende fantastique est apparue également sous forme de pièces de théâtre en Ontario. Le théâtre torontois Soul Pepper Theatre produisit une version de La Chasse-Galerie en 2016, qu'un critique a dit qu'elle méritait d'être un nouveau classique du théâtre des fêtes. La Chasse-Galerie apparut également sur pellicule. En 1996, Robert Doucet créa une courte animation pour l'Office national du film. Et en 2016, un long-métrage intitulé La Chasse-Galerie, la légende, a été réalisé par Jean-Philippe Duval et mettait en vedette François Ducharme, Caroline Davernas, François Pépineau et Vincent Guillaume-Motiste. On y voit Montréal dans plusieurs scènes. En musique, on peut entendre le conte dans des chansons folkloriques autant que des symphonies. Martin de la Chasse-Galerie de Michel Rivard situe le canot volant au-dessus de Montréal. Les paroles implorent les jeunes femmes fréquentant la rue Saint-Denis de lever les yeux si elles entendent un bruit pour y voir le canot volant passer. Sans être surpassé, l'Orchestre symphonique de Montréal produisit Le Diable en canot d'écorce, un conte de Noël de Michel Tremblay en décembre 2017. Le public eut droit au don de conteur de l'humoriste populaire Laurent Paquin, pendant que le maestro Kent Nagaro dirigeait l'orchestre au fil du récit. Michel Tremblay écrivit le spectacle dont l'action a lieu sous un canot d'écorce suspendu dans des ailes faites d'avirons de bois. Dans cette version, Montréal est l'endroit du party que visitent les bûcherons. Avec autant de versions de la légende employant autant de médiums artistiques, la Chasse-Galerie est de loin l'un des contes folkloriques les plus populaires à Montréal comme à Québec. Enraciné dans l'ère de la Nouvelle-France, le conte moral continue d'inspirer les gens chaque jour et le fera pour encore longtemps. Voilà qui était notre petit tour de Chasse-Galerie. Comme je le disais plus tôt, ceci était notre dernière vidéo pour l'année 2020. J'espère que vous avez aimé être des nôtres pour cette année. Et je vous souhaite un bon temps des fêtes. Et comme dit la chanson, on se reverra le 7 janvier.